Rencontrer les femmes étonnantes qui ont côtoyé certains des condamnés à mort les plus dangereux du monde. d'Anne Genovese, l'élégante épouse d'un chef de la mafia, à Alice Granville, dont le charme n'a pas pu la protéger d'une vie liée au crime. Ces histoires sont aussi choquantes que captivantes. Comment ces femmes se sont-elles retrouvées avec des hommes aussi dangereux, et quels secrets leur vie recelait-elle? Voici quelques récits intrigants d'amour, de loyauté et de ténèbres. Anna Genovese, née Giovannina Petilio, est une figure singulière dans l'histoire du crime organisé américain. Connue principalement pour avoir été la deuxième épouse de Vito Genovese, l'un des mafieux les plus puissants de New York, Anna a su s'imposer dans un univers dominé par les hommes et a laissé une empreinte durable sur la scène culturelle et criminelle de la ville. Née à New York de parents immigrés italiens, Anna s'est mariée en 1924 à Gérard Venotico, avec qui elle a eu une fille, Marie. À la fin des années 1920, Anna travaillait dans une boîte de nuit à Greenwich Village pendant que Gérard exerçait la profession de boulanger. C'est probablement durant cette période qu'elle fit la connaissance de Vito Genovese, bien que les détails exacts de leur rencontre restent flous. Ce qui est certain, c'est que Vito s'intéressa rapidement à Anna et, après la mort de sa première épouse, Donata Ragone, en 1931, il la courtisa activement. En mars 1932, Gérard Venotico fut retrouvé étranglé sur le toit d'un immeuble, un crime qui ne donna lieu à aucune condamnation. Toutefois, Joseph Valachi, célèbre informateur de la mafia, affirma plus tard que Vito Genovese était à l'origine du meurtre, éliminant ainsi un obstacle à son union avec Anna. Le mariage avec Vito aurait pu enfermer Anna dans le rôle traditionnel d'épouse mafieuse, mais elle prit un chemin radicalement différent. Utilisant ses connexions avec la mafia, elle ouvrit et géra plusieurs clubs emblématiques destinés à la communauté LGBTQ+ de New York. Son premier club, le Club Caravan, ouvert en 1939, devint un haut lieu de la scène drague de l'époque. Elle fut également copropriétaire du Club 181, surnommé le Copacabana des homosexuels, qui attira une clientèle variée et contribua à offrir un espace de liberté dans une époque marquée par la discrimination. Anna Genovese est décédée en 1982 des suites d'un accident vasculaire cérébral. Jerry Magee. Jerry McGee est l'exemple tragique d'une femme dont la quête de richesse et de sécurité l'a plongée dans l'univers dangereux du crime organisé. Née à Sherman Oaks, en Californie, Jerry a grandi dans la pauvreté, un environnement qu'elle a toujours cherché à fuir. Elle et sa sœur Barbara prenaient souvent des petits boulots pour joindre les deux bouts, mais Jerry détestait plus que tout la précarité financière. Après le lycée, elle tenta plusieurs carrières, sans jamais trouver sa voie. C'est finalement à Las Vegas qu'elle chercha à refaire sa vie, travaillant comme serveuse de cocktails et danseuse dans des clubs renommés, notamment au Tropicana. Mais c'est en vendant illégalement des jetons dans les casinos qu'elle fit fortune, empochant jusqu'à 300 000 à 500 000 $ par an. C'est à Las Vegas que Jerry attira l'attention de Frank « Lefty » Rosenthal, un des magnats du jeu les plus influents de la ville, lié au crime organisé. Rosenthal fut immédiatement séduit, affirmant qu'elle était « la plus belle fille qu'il ait jamais vue ». Leur relation, cependant, était tout sauf idyllique. Jerry, connue pour ses charmes et son indépendance, avait de nombreux prétendants et ne semblait pas réellement amoureuse de Rosenthal. Mais il avait ce qu'elle désirait, de l'argent et une sécurité financière. Sur les conseils d'un ami, elle l'épousa. Le mariage entre Jerry et Frank Rosenthal fut marqué par les excès et les tensions. Jerry menait un train de vie fastueux mais semblait continuellement insatisfaite. Elle avait du mal à s'adapter au rôle d'épouse de mafieux et finit par entamer une liaison avec Tony Spilotro, un associé notoire de Rosenthal et membre influent de la mafia de Chicago. Cette trahison fit voler en éclats leur mariage déjà fragile. Les choses prirent une tournure dramatique lorsque Rosenthal échappa de justesse à une tentative d'assassinat, sa voiture explosa dans un parking de Las Vegas, un événement qui marqua la fin de son règne dans les casinos. Quelques semaines plus tard, le 9 novembre 1982, Jerry McGee fut retrouvée inconsciente dans le hall d'un hôtel de Beverly Hills, les jambes couvertes d'échymose et un cocktail mortel de cocaïne, de Valium et de whisky dans le sang. Elle mourut 3 jours plus tard à l'hôpital, à seulement 46 ans. Darcy Brudeau, épouse du tristement célèbre tueur en série Jérôme « Jerry » Brudeau, a vécu pendant 8 ans aux côtés de son mari sans jamais alerter les autorités, malgré des signes flagrants de ses crimes. Jerry Brudeau, surnommé « The Lust Killer », a assassiné au moins 4 femmes entre 1968 et 1969, torturant et tuant ses victimes dans le sous-sol de leur maison, un endroit où Darcy n'avait pas le droit d'entrer.
Bien que soumise aux règles strictes et étranges imposées par Jerry, comme l'obligation de rester nue avec seulement des talons hauts, elle n'a jamais remis en question les comportements troublants de son mari. Elle a ignoré des indices alarmants, notamment lorsqu'il ramena chez eux un sein humain qu'il utilisait comme presse-papier, ou encore lorsqu'il développait des photos compromettantes de femmes nues. Ses sorties nocturnes fréquentes et son penchant pour le travestissement, un détail signalé par des témoins des scènes de crime, n'ont pas suffi à éveiller ses soupçons, ou du moins à la pousser à agir. Darcy a même surpris son mari en pleine nuit alors qu'il fouillait les quartiers environnants, prétendant chercher des objets, tout en revenant souvent avec des sous-vêtements féminins volés. Les autorités ont initialement suspecté qu'elle pouvait être complice des crimes, allant jusqu'à l'arrêter, mais faute de preuves directes, elle fut finalement relâchée. Pupetta Maresca. Pupetta Maresca, de son vrai nom Jacinta Maresca, est l'une des figures les plus emblématiques et controversées de l'histoire criminelle italienne. Surnommée Pupetta, petite poupée, en raison de sa beauté saisissante, elle est élevée dans un environnement marqué par la violence et l'honneur familial. À l'âge de 19 ans, Pupetta remporte un concours de beauté local, ce qui attire l'attention de Pasquale Simonetti, un puissant mafieux connu sous le nom de Pasqualone Benola. Leur mariage symbolise l'alliance entre beauté et pouvoir dans le monde du crime organisé. Cependant, leur union est brutalement interrompue lorsque Simonetti est assassiné en 1955 sur ordre d'Antonio Esposito, un rival dans les affaires mafieuses. Enceinte de 6 mois, Pupetta est dévastée par la perte de son mari, mais son chagrin se transforme rapidement en soif de vengeance. Refusant de laisser la justice mafieuse décider seule du sort de l'assassin de son mari, Pupetta prend les choses en main. Elle retrouve Antonio Esposito en pleine rue, en plein jour, et lui tire dessus à 29 reprises, l'abattant sur le cou. Ce meurtre sanglant, commis avec une audace incroyable, choque l'Italie entière et fascine les médias. Lilian Del Duca, surnommée la « Reine des Bonanno », est connue pour avoir été l'épouse d'Anthony Salvatore Casso, un influent sous-chef de la famille criminelle Bonanno. Née à Brooklyn, elle rencontre Anthony à l'adolescence et l'épouse en 1968, devenant mère de 2 enfants. Bien qu'elle soit restée en retrait des affaires criminelles de son mari, elle a toujours été perçue comme une figure respectée et crainte dans l'entourage mafieux. Dévouée à son rôle d'épouse, Lilian a pourtant été profondément blessée par les multiples infidélités de Casso, en particulier lorsqu'il fut arrêté dans la maison de sa maîtresse, Bellotti. Se sentant trahie et humiliée, elle incarna la complexité des épouses de mafieux, partagée entre loyauté familiale et blessures personnelles, tout en conservant sa place de figure emblématique au sein du clan Bonanno. Judith Mawson est devenue tristement célèbre pour avoir été l'épouse de Gary Ridgey, le tristement célèbre Green River Killer, sans jamais soupçonner la double vie monstrueuse de son mari. Elle rencontra Ridgey en 1985, en plein milieu de sa série de meurtres, dans un bar de Seattle, et fut rapidement séduite par son apparente gentillesse, sa politesse et sa stabilité professionnelle. Pour Judith, Gary était le partenaire idéal, un homme qui la faisait sourire chaque jour et la traitait avec respect. Ils se marièrent, et elle crut avoir trouvé en lui le compagnon parfait. Pourtant, durant cette période, Ridgey assassinait sans relâche, ciblant principalement des prostituées et des fugueuses dans les régions de Seattle et Tacoma. Il fut reconnu coupable de 49 meurtres, bien que les enquêteurs estiment qu'il pourrait avoir tué plus de 70 victimes entre les années 1980 et 1990. Judith vivait avec Ridgey sans jamais soupçonner ses crimes. Lorsqu'elle visita pour la première fois sa maison, elle remarqua l'absence de tapis et de cadre de lit, mais Gary lui fournit des explications banales. Les anciens locataires auraient abîmé le tapis et une ex-petite amie aurait récupéré le cadre du lit. Cathy Wilson. Cathy Wilson a épousé le tueur en série britannique Peter Tobin alors qu'elle n'avait que 16 ans, malgré la violence mentale et physique qu'il exerçait à son encontre et son habitude de ramener des prostituées à la maison, de les malmener et de forcer Cathy à regarder tout cela. Il forçait Cathy à regarder pendant qu'il ramenait des prostituées à la maison pour les frapper et avoir des relations physiques avec elles, mais elle a affirmé qu'elle n'avait jamais cru qu'il irait jusqu'à tuer quelqu'un. Tobin surveillait chacun de ses mouvements et menaçait de tuer leur fils en bas âge. Devait-elle essayer de le quitter? À un moment donné, il a suspendu l'enfant au-dessus d'une rampe d'escalier pour prouver qu'il était sérieux. Bien que son mari lui ait interdit l'accès au sous-sol, Cathy ne pouvait s'empêcher de remarquer de terribles odeurs qui semblaient en émaner, et le fait que les canalisations se bouchaient régulièrement sans raison apparente. Quelques jours après sa libération, il a été lié à la disparition d'une jeune fille, ce qui a déclenché une enquête qu'il a finalement mis en relation avec et les enquêteurs ont rapidement découvert des preuves le reliant à la disparition et au meurtre présumé de pas moins de 20 femmes en 2007. Il a été condamné à perpétuité pour inconduite et meurtre d'une jeune fille à Glasgow, en Écosse. Alice Granville.
Être un gangster est dangereux, mais il est évident qu'être la femme d'un gangster l'est tout autant. Alice Granville était surtout connue en tant qu'actrice, bien qu'il y ait étonnamment peu d'informations disponibles à son sujet. Granville était mariée à un mafieux nommé Pete Donahue. Donahue était l'un des lieutenants du célèbre gangster Bud Schultz. C'était un tueur à gages qui, il s'est avéré, avait la gâchette un peu trop facile. Ainsi, dans une étrange démonstration de son amour, Donahue a tiré 2 fois dans le bras de Granville. La légende originale de la photographie indique que l'actrice blonde Alice Granville affirme que Pete Donahue, lieutenant de Bud Schultz, lui a fait ses 2 trous de balles dans le bras lors d'une soirée en boîte de nuit pour prouver son affection. Carol Hughes. L'épouse qui a vécu sous le même toit que John Wayne Gacy sans connaître l'horreur ***. Carol Hughes est tristement célèbre pour avoir été l'épouse de John Wayne Gacy, l'un des tueurs en série les plus notoires des États-Unis, sans jamais soupçonner la double vie terrifiante de son mari. Elle épouse Gacy en 1972, au moment même où il entame sa sombre escalade criminelle qui le conduira à assassiner au moins 33 jeunes garçons et adolescents. Bien que les signes aient été nombreux, Carol ne fit jamais le lien entre les comportements étranges de son mari et les crimes horribles qu'il commettait. L'indice le plus troublant résidait dans la maison familiale elle-même. Une odeur nauséabonde persistante émanait du vide sanitaire sous la maison, la même où Gacy cachait les corps de ses victimes. Lorsqu'elle l'interrogeait à ce sujet, Gacy lui répondait que l'odeur provenait simplement de souris mortes dans les conduits. Carol accepte cette explication, ignorant que son mari stockait les cadavres directement sous leurs pieds. Pendant ce temps, de jeunes garçons et adolescents du quartier disparaissaient mystérieusement ou étaient retrouvés morts, certaines étant même des connaissances directes de Gacy. Pourtant, Carol ne fit jamais le lien entre ces disparitions et les allées et lieux suspects de son mari. Il est essentiel de souligner que John Wayne Gacy avait déjà un passé criminel avant leur mariage. Il avait purgé une peine de prison pour avoir agressé sexuellement un adolescent. Néanmoins, Carol a choisi de croire en sa réhabilitation. Mais leur relation se dégrade rapidement. Bien qu'il soit affable et sociable en public, Gacy était maussade et colérique à la maison. En 1975, il avoua à Carol qu'il était bisexuel et qu'il n'y aurait plus d'intimité entre eux. Peu après, il a commencé à rentrer tard, ramenant des adolescents chez eux et laissant traîner des magazines homosexuels de manière ostentatoire. Les changements dans son comportement, ses absences nocturnes prolongées et son humeur instable devinrent insupportables pour Carol. Ne pouvant plus tolérer la situation et troublée par l'atmosphère étrange qui régnait dans leur maison, elle demanda le divorce en 1976. Ce n'est qu'après leur séparation que l'horrible vérité éclata. En 1978, John Wayne Gacy fut arrêté et reconnu coupable de l'enlèvement, du viol et du meurtre d'au moins 33 jeunes garçons, dont la majorité étaient enterrés sous la maison où ils avaient vécu ensemble. Pour Carol Hughes, la révélation fut un choc dévastateur. Vivre aux côtés d'un monstre sans avoir conscience souleva des questions douloureuses et laissa une cicatrice indélébile sur sa vie. Son histoire reste l'un des exemples les plus troublants de la manière dont les tueurs en série peuvent dissimuler leur véritable nature, même à ceux qui leur sont les plus proches. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres contenus passionnants, n'hésitez pas à cliquer sur les cartes à l'écran maintenant. Restez avec nous pour encore plus de découvertes fascinantes. Cela encourage les spectateurs à rester engagés et à explorer davantage de contenu sur votre chaîne.